Élu dans Notre-Dame-de-Grâce dans une partielle en 78, Reed Scowen est nommé porte-parole en matière économique et financière. En 85, il devient adjoint parlementaire du premier ministre Bourassa. Reed Scowen s'impose comme un ardent défenseur de la communauté anglophone. Bienvenue à Mémoires de députés. Bonjour, M. Scowen. Bonjour. En 85, vous avez présenté une résolution sur l'affichage unilingue français, c'est-à-dire pour modifier cet aspect-là de la charte au Congrès libéral. Qu'est-ce que vous recommandiez sur l'affichage? À l'époque, les hautes instances du Parti libéral du Québec ne voulaient rien savoir des promesses aux Anglos. Ça fait maintenant 10 ans qu'on n'est pas en pouvoir. Il faut que ça change et on ne va pas faire une campagne sur la base de donner les droits additionnels aux anglophones. Mais moi, je les ai dit, ça fait 9 ans que les anglophones attendent à ce que ces 5 éléments du programme du parti soient réalisés. Il faut que ça fait partie du programme. Et à la demande d'à peu près tous les anglophones à Montréal et dans les cantons de l'Est, j'ai présenté la motion au nom des anglophones du Québec du Parti libéral du Québec. Et précisément, c'était la même motion qui a été adoptée lors de l'élection complémentaire de M. Ryan en Argenteuil. C'était pour permettre l'utilisation d'une deuxième langue, l'anglais, sur les affichages, pourvu que ce n'était pas plus grand que le Parti français. Et ça a été adopté et fait partie du programme libéral en 85. Les dirigeants du parti n'étaient pas contents que ça faisait partie du programme, mais c'était impossible pour eux de dire qu'ils ne voulaient pas parce qu'il y avait tant d'anglophones qui les avaient supportés pendant maintenant 9 ans. Et ça, cette résolution-là est arrivée avant les élections de 85, quand les libéraux ont pris le pouvoir en 85 avec M. Bourassa. Auriez-vous souhaité que le gouvernement libéral reprenne le débat linguistique? Oui, j'aurais aimé qu'ils fassent ça. Et ils ont commencé. Ils ont commencé par l'anglais dans le secteur de santé. Et je pense que c'était Mme Lavorou. Et elle a commencé à faire un peu de progrès dans respecter le droit des anglophones d'être malades en anglais. Et ça a causé beaucoup de critiques de l'autre côté. Et par la suite, la question de l'affichage est arrivée. Mais la question de l'affichage était imposée sur le gouvernement libéral, comme vous savez. C'était sujet à une exception, c'était déjà déclaré inconstitutionnel quelques années avant, 5 ans avant. Et le Parti libéral savait qu'en 5 ans, il faut refaire la clause non-obstant, qui l'exclut de rigueur de la Constitution. Et la date est tombée, quand c'est tombé, 87, je pense. Et ils étaient obligés de réouvrir le débat sur l'affichage à cause de la clause non-obstant. Et c'est comme ça que c'est éclaté. Et 3 ministres, je dois vous avoir dit qu'il y avait à cette époque, je n'étais pas ministre, j'étais dans le bureau de M. Bourassa. On avait 4 ministres anglophones, excellents ministres, excellents députés. Et 3 sur 4 ont été obligés de démissionner à cause de cette fiasco. M. Marks, M. French et M. Lincoln. Voilà. Au lendemain des élections
de 85, le gouvernement Bourassa prend le pouvoir. Est-ce que vous vous attendiez à être nommé ministre et déçu de ne pas l'avoir été? Oui, bien sûr, j'ai été déçu, mais je savais à l'avance que je n'étais pas pour être nommé ministre. Le lendemain de leadership, la journée de leadership de M. Gérard Delévesque, qui était le leader intérim, tout de suite après la démission de M. Ryan, M. Delévesque m'a enlevé tous mes dossiers économiques et effectivement m'avait défendu de parler en chambre à l'Assemblée nationale. Et il a fait ça avec l'appui, je suis certain, de M. Bourassa. Il ne voulait pas que je continue d'être une porte-parole à l'Assemblée nationale. Comme vous avez dit, je n'ai pas supporté M. Bourassa. Et je savais que ça pouvait arriver. Ça fait partie du jeu de give and take dans la vie politique. Donc, quand il est arrivé à 85, ils avaient également trouvé 3 ou 4 excellents députés anglophones. On vient juste de les nommer. Et donc, il n'y avait certainement pas besoin de Reed Scowen pour représenter les anglophones. Et je n'étais pas nommé ministre. Mais je pense que si j'étais à la place de M. Bourassa, j'aurais fait probablement la même chose. Ceci étant dit, M. Bourassa m'appelle la veille de création du Conseil de ministres et il me dit que ça lui faisait de la peine, que j'étais pour devenir le prochain ministre qui est nommé, c'est vous, et en attendant, j'aimerais que vous restiez avec moi dans le bunker. Comme adjoint parlementaire. Comme adjoint parlementaire et conseiller économique. 2 titres qui valaient absolument rien, mais c'était un moyen de me mettre sur les tablettes en attendant le premier remaniement ministériel. Et sur cette base, j'ai décidé de rester. Est-ce que vous aviez une bonne oreille de M. Bourassa? Est-ce qu'il prenait avis de vos recommandations, de vos suggestions dans le domaine économique en particulier? Non, je ne pense pas. Comme conseil économique, c'était une étiquette. Je ne lui ai pas donné beaucoup de conseils lors de mon séjour au bunker. J'ai présidé une commission sur la réglementation qui s'est très bien déroulée et qui est devenue une espèce de carte de route pour la déréglementation pour les années qui suivaient. Et par hasard, j'ai passé pas mal de temps avec un petit groupe de travail sur les diverses façons de permettre l'affichage en 2 langues, en insistant que ça sera une seule langue à la fois ou quelque chose. On essaie de trouver une solution à ce problème. J'ai rencontré plusieurs groupes anglophones qui voulaient parler avec le premier ministre. J'ai réglé quelques chicanes entre ministres, mais pendant cette année et 15 mois, je pense, je ne peux pas dire que j'ai été d'une grande influence sur la politique économique du gouvernement du Québec. Est-ce que vous étiez malheureux dans cette fonction-là? Oui, il n'y avait rien. Je suis resté parce que M. Bourassa m'avait demandé de rester et il s'engageait de m'intégrer dans le Conseil des ministres à la première occasion. Mais rendu un an, je me suis rendu compte que la promesse va ce que ça va, mais ce n'était pas pour se réaliser parce que les plus sévères critiques qu'il avait contre son administration, c'était qu'il avait trop d'anglophones dans son cabinet. Et Mme Lavarou était en grande difficulté avec ses hôpitaux en anglais et il n'est pas capable de tenir sa promesse. Et il n'y avait pas grand espoir pour vous d'être nommé ministre? Non, pas du tout. Donc, vous avez démissionné. Pour quelle raison vous avez démissionné 1 an et demi après avoir été élu?
J'ai démissionné seulement parce que M. Bourassa est venu me voir. Il a dit, peut-être, j'aimerais que vous allez à Londres ou à New York comme délégué général. Et je me suis dit, c'est clair maintenant que la promesse qu'il a faite ne se réalise pas. Pour avoir le droit de parler en chambre ici, devant vous, tous vos collègues, vous avez 3 possibilités seulement. Devenir Premier ministre, faire le discours sur le budget ou démissionner de votre siège. J'ai fait les efforts pendant 9 ans pour régler le problème d'une ou l'autre des 2 premières façons. Et je suis malheureusement rendu au 3e. Et je dois vous dire que j'ai l'intention d'en profiter au bout d'avoir pris cette décision difficile. Les 2 postes semblaient très intéressants. Il m'a donné le choix. Et j'ai choisi Londres. Et par la suite, j'ai choisi New York. Et entre les 2, je dois vous dire en passant, M. Bourassa, quand j'ai quitté Londres, m'a téléphoné pour me proposer la présidence de l'AGF, qu'il m'a offert, que j'ai refusé parce que je ne voulais pas retourner en affaires. Mais tout ça pour vous dire que mes relations avec M. Bourassa étaient toujours très correctes. Je pense qu'il ne me détestait pas du tout, mais je ne faisais pas partie d'une équipe qu'il voulait avoir autour de lui au gouvernement, et je le comprends. À Londres, comme délégué général, c'est un poste prestigieux, même influent. Quel dossier avez-vous mené là-bas pour le Québec? Je suis retourné en économique pour la plupart. J'ai développé un système de promotion des investissements. Et on a eu un énorme succès à Londres et également dans les pays scandinaves où j'étais le délégué de ces pays également. Et donc, on a sorti un nombre important d'investissements pour le Québec. En même temps, on a fait beaucoup pour les artistes. Il y a énormément d'artistes très talentueux ici au Québec qui pouvaient aller faire des choses en Europe, en Angleterre, qui le font maintenant en grand nombre de toute façon. On a mis beaucoup d'accent sur la promotion des artistes québécois. Quand vous étiez délégué général du Québec à Londres, vous avez eu votre mot à dire pour l'arrivée du Cirque du Soleil à Londres. Bien sûr. Il y a 2 événements qui sont arrivés pendant qu'ils ont été là. La première, c'est qu'ils sont venus me voir pour me demander de les trouver un bon emplacement pour la première représentation. Ils l'avaient fait l'année précédente à Wimbledon, mais ce n'était pas du tout intéressant comme centre-ville. Ils m'ont demandé de trouver une place à côté du Tamise. Je suis allé voir le haut-commissaire du Canada, Don MacDonald, et ensemble, on est allé faire les représentations. Et le Cirque du Soleil s'est déplacé à côté du Festival Hall à Londres et il est resté là depuis. Et en deuxième lieu, ils sont venus me voir et m'ont demandé d'organiser pour que Lady Di et ses enfants viennent voir le Cirque du Soleil. Et j'ai traversé la rue parce que son bureau était juste à côté du bureau de délégation. J'ai parlé avec quelqu'un que je connaissais. Et à ma grande surprise, 2 mois plus tard, il y avait une représentation spéciale de Cirque du Soleil pour Lady Di. Votre mandat s'est terminé, enfin, vous avez été retiré de Londres en 91. Est-ce que vous auriez souhaité continuer votre mandat? J'ai quitté Londres parce que mon père est décédé et ma mère était très malade et c'était évident que je devrais retourner pour les raisons familiales. Et c'était à ce moment que M. Bourassa m'a proposé l'SGF si je voulais rester au Québec. Et M. Tchatcha, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, m'a demandé d'aller implanter le système de promotion des investissements qu'on a développé à Londres dans les autres délégations. Donc j'ai passé 1 an
à parcourir le monde pour monter les systèmes qu'on a développés à Londres. Et par la suite, M. Bourassa m'a proposé New York. En même temps, vous avez écrit encore pour la situation, je dirais, anglophone, francophone au Québec, et vous avez publié un manifeste qui s'appelait A Different Vision de Québec, the English in Quebec in the 90s. Oui. Qu'est-ce que vous avez préconisé là-dedans? Bon, comme vous avez probablement deviné, la question des anglophones me préoccupe beaucoup, j'en suis un. Et dans ce livre, c'était un peu la continuation du document que j'ai préparé pour M. Ryan. Mais dans ce livre, j'ai essayé de décortiquer, d'analyser qui sont les anglophones du Québec. Parce qu'il y avait une idée à l'esprit que les anglophones sont les millionnaires de Westmount qui dirigent les entreprises où tout le monde se trouve à salaire minimum. Mais les anglophones, les gens qui parlent anglais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc le livre est une affaire d'analyser un peu qui ils sont. Et deuxièmement, le livre allait plus loin dans la question comment vivre au Québec en anglais ou en partie en anglais ou en totalité en anglais, avec des suggestions. Et vous avez progressivement, vous êtes progressivement arrivé à Alliance Québec comme directeur, la présidente du conseil. Et là, vous avez proposé un changement de stratégie, c'est-à-dire la promotion de la croissance de la langue anglaise au Québec plutôt que simplement sa préservation. Mon but principal dans ce débat que j'ai avec Alliance Québec, j'ai accepté de devenir président du conseil pour une année, c'était pour les persuader de changer le cap un peu, pour mettre l'accent pas sur la question que qui sont les anglophones de race ethnique, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la langue anglaise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est évident que cette idée était la bonne parce qu'aujourd'hui, on en parle au Québec plus des maîtres anglophones, toutes les compagnies aujourd'hui québécoises sont dirigées par les Québécoises francophones de toute fin pratique, sauf le Canadien et la Caisse de dépôt. Je voulais changer le mandat d'Alliance Québec. J'ai failli le faire, mais j'ai été opposé par les éléments de l'extérieur de la ville de Montréal, les townshippers et les gens de la Gaspésie, qui se voient toujours comme un groupe ethnique minoritaire anglophone et qui voulaient tenir à cette définition. Est-ce que vous constatez quand même que l'anglais a progressé au Québec? C'est la dernière chose que j'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est à l'effet que j'avais l'impression, si j'écoute tout le monde, c'est qu'il va rester plus d'anglophones ici, mais tout le monde va parler anglais. Et cette contradiction existe toujours dans le débat d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver les gens qui parcourent les rues de Montréal et prétendent que c'est devenu de plus en plus anglais. Il y a d'autres qui marchent sur les mêmes trottoirs et qui prétendent exactement le contraire. Les statistiques indiquent qu'il y a beaucoup plus de Français au Québec qu'il y avait il y a 20 ans et un peu plus d'anglais. Mais ce n'est pas un débat cool. Et toujours sensible. Exact. Vous avez, entre Londres et New York, vous avez passé 16 mois au Québec, au bureau de M. Tchatcha, et là, M. Bourassa vous nomme délégué général du Québec à New York. Est-ce que le travail était différent là-bas de celui de Londres? À Londres, vous avez beaucoup de liberté de choisir vos cibles, vos priorités et les faire avancer comme vous voulez. À New York et Washington, parce que la délégation a la responsabilité pour les deux, à Washington, New York, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez une quinzaine de ministres qui ont des affaires à faire dans ces deux villes, à ne pas mentionner les présidents des sociétés d'État et les grandes entreprises.
dont le délégué général du Québec dans ces deux villes, quand il ouvre le porte de son bureau le matin, il y a des choses déjà à remplir sa journée. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très différent l'une de l'autre. Est-ce que l'essentiel du délégué général du Québec à New York est de faire des liens avec le monde politique ou le monde des affaires? Les deux, je pense, égal. Parce que nous sommes issus d'un gouvernement, nous avons des affaires gouvernementales à réaliser. Il y a plusieurs traités qui existent entre nous et l'État de New York et les États de Nouvelle-Angleterre. Il y a les relations avec Congress à Washington où nos lobbyistes et les gens qui s'intéressent de la vente de nos produits, les organisations, trade organizations, associations industrielles. Donc, il y a beaucoup de gouvernement à gouvernement, mais il y a beaucoup également de choses qui se passent dans le secteur privé. Mais il ne faut jamais oublier qu'une délégation existe surtout pour s'occuper des questions avec des États. Vous êtes resté 2 ans à New York. Au Québec, le gouvernement a changé. C'est un gouvernement péquiste qui est entré. Évidemment, ce n'est pas la même idéologie que celle que vous prôniez. Est-ce que le départ s'est fait d'un commun accord? M. Landry voulait que je reste parce que pour lui... Bernard Landry? Oui, il était le ministre, il était nommé ministre des Affaires internationales, je pense. Il était pour devenir mon patron. Mais c'était évident pour moi que je ne pouvais pas être nommé par M. Bourassa à un poste comme celui-là et rester avec un changement de gouvernement qui avait des idées si radicalement différentes. Je pouvais, en autre mot, je pouvais aller de jour au lendemain à Washington, lundi proposer le système fédéral pour le Canada et mardi proposer le Québec indépendant, dont j'ai démissionné la journée de la sermentation de M. Parizeau. Mais il y avait une petite histoire sur M. Parizeau à New York, Washington, avant qu'il ait nommé premier ministre. Quand il était chef de l'opposition, il était obsédé par l'idée que les États-Unis doivent reconnaître l'indépendance du Québec le lendemain d'un référendum gagnant. Et il parcourait le Washington avec son personnel pour essayer de persuader le White House, la Maison-Blanche, et les membres du Congrès qui doivent supporter le Québec indépendant. Et d'un côté, il y avait un statut officiel ici, les chefs de l'opposition, et normalement, on accorde à un chef de l'opposition la même courtoisie qu'on accorde à un ministre quand il veut visiter Washington ou New York. Mais dans ce cas ici, c'était question d'est-ce qu'on accorde la même courtoisie à un chef de l'opposition qui veut défaire le pays. Et l'ambassade du Canada avait une opinion là-dedans aussi, et il se situe à Washington. Et on s'amusait beaucoup avec la question protocolaire des ambitions de M. Parizeau. Côté linguistique, ça restera toujours un fait marquant de votre carrière publique. Vous avez encore une fois écrit, et en 1999, vous avez publié un essai qui a été controversé, « Le temps des adieux, un plaidoyer pour un Canada sans le Québec ». Vous proposiez alors aux Canadiens de se défaire du Québec s'ils refusent de se séparer. Vous alliez assez loin. J'avais une quinzaine d'années d'expérience dans le dossier linguistique et politique. Et j'avais étudié un peu les questions du système fédéral ici et ailleurs. Et je remarquais, je suis arrivé à l'opinion que les Québécois francophones, surtout, ne seront jamais satisfaits avec le système tel quel. Le débat qui se fait entre le gouvernement du Québec et du Canada, c'est éternel, ça ne va jamais arrêter. Les Québécois vont toujours insister sur encore plus et le Canada va toujours résister. Mais l'équilibre ne se trouvera pas.
Et dans une deuxième ordre d'idée, j'ai commencé de trouver qu'au Canada, il commençait d'exister un sentiment d'être un vrai pays qu'on n'avait pas ici il y a une vingtaine d'années. Le Canada, les 9 provinces, sont devenus, je pense, depuis 5 ans maintenant, un vrai pays qui commence à se comprendre et se reconnaissent. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer l'idée que peut-être ce serait mieux pour le Canada si le Québec partait. C'était toujours le Canada va disparaître si le Québec n'est plus là, mais est-ce que c'est vrai? Donc j'ai développé cette argumentation et en cours de route, je suis arrivé à convaincre moi-même que j'avais raison avec mon livre. Et c'était vendu à travers le pays et c'était très réussi. Ça continue d'être un bon vendeur. Ça démontre comment on peut le faire si on veut le faire. Et pour le Canada, si le Québec dit on veut partir, on peut dire parfait, allez-y, faites votre référendum. Assurez-vous que c'est sujet à l'exigence de loi sur la clarté. Envoyez-nous un courriel et on va commencer de négocier demain. Et la façon de négocier, c'est décrit dans le livre. Vous avez travaillé en politique avec 3 chefs. M. Gérard Lévesque comme chef intérimaire, M. Claude Ryan et M. Bourassa. Quelle relation, est-ce que c'était la même complicité avec ces 3 personnes-là? Dans le cas de M. Lévesque, c'est très simple. Je lui trouvais un homme agréable. Il avait un grand respect pour les traditions et les règles constitutionnelles et parlementaires. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur lui. Dans le cas de Ryan et Bourassa, il y a des hommes politiques dont le point de départ, c'est les idées politiques. Ils veulent changer quelque chose. Il y a d'autres hommes politiques qui sont à l'écoute de la population, leurs actions sont faites en fonction des manchettes d'hier, ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est les gens qui cherchent surtout le pouvoir et une fois rendus au pouvoir, ils décident on ne va pas achaler la population avec des grandes idées, on va les écouter et faire attention à ce qu'ils disent. Je pense que M. Ryan, M. Trudeau, M. Lévesque, René Lévesque, sont les gens qui ont fait leur politique à partir des idées. Et je pense que M. Bourassa et possiblement M. Chrétien sont des exemples des personnes qui ont fait la politique à partir du respect de la population. Et dans le cas de M. Ryan et M. Bourassa, je vois cette différence très clairement. Et moi, personnellement, j'ai été beaucoup plus attiré par M. Ryan et sa façon de penser. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de chicane avec M. Ryan. M. Ryan m'a beaucoup blessé, m'a créé beaucoup de problèmes, mais j'avais toujours une complicité avec lui. Par contre, M. Bourassa était toujours extrêmement gentil avec moi. Et en plus, il m'a donné deux grands postes que j'ai beaucoup aimés, New York et Québec, et il m'a offert le poste à l'SGF, ce qui n'est pas pour rien. Donc, j'ai rien à reprocher des deux côtés, sauf de dire sur les questions de façon de faire la politique, la façon que j'aime, que j'admire le plus, c'est la façon Ryan, Trudeau, qui est souvent voué à des échecs terribles, mais au moins que vous avez développé quelque chose comme vision que vous voulez réaliser. Voilà. Merci beaucoup, M. Scowen. C'est un plaisir.